J'ai 64 ans. Vivre à 64 ans, c'est aussi faire face à certaines dures réalités. Dans cette vidéo, j'aimerais vous en partager 5. Si vous avez entre 40 et 50 ans, voyez ça comme un aperçu de ce qui vous attend peut-être. Si vous avez la soixantaine, vous en faites peut-être déjà l'expérience. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Cette vidéo est pour vous si vous souhaitez vieillir en pleine conscience. Ce que vous allez entendre ne vous plaira peut-être pas, mais vous ne l'oublierez certainement pas. À 64 ans, je suis confronté à des vérités dont personne ne m'avait averti. J'aurais bien aimé les connaître à 50 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 vérités. 5 réalités que j'ai regardées en face depuis mes 65 ans et qui, paradoxalement, m'ont rendu plus libre et plus vivant que je ne l'avais été avant de les accepter. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans, et si je suis encore là à vous parler ce soir, c'est en grande partie parce que j'ai eu le courage, pas toujours facilement, et pas toujours du premier coup, de regarder ces 5 choses en face et de décider ensuite quoi en faire. La première vérité, celle qui a tout changé pour moi, c'est que le temps restant est limité. Je sais, vous le savez aussi, tout le monde le sait. Mais le savoir et le comprendre vraiment, le comprendre avec cette clarté qui change quelque chose dans la façon dont on vit les journées, c'est entièrement différent. À 65 ans, j'avais fait quelque chose que je ne conseille à personne de faire sans y être préparé, mais qui pour moi avait été une révélation nécessaire. J'avais utilisé un de ces calculateurs d'espérance de vie qui existent en ligne. Vous entrez votre âge, votre état de santé général, quelques facteurs de mode de vie, et l'outil vous donne une estimation statistique du temps qu'il vous reste. Le chiffre qui était apparu sur cet écran m'avait arrêté. Pas parce qu'il était petit, il ne l'était pas. Environ 25 ans selon l'outil, si je maintenais un mode de vie raisonnable. 25 ans, ça semblait encore beaucoup. Mais quelque chose dans la façon dont ce chiffre était là, noir sur blanc, concret, avait produit en moi un effet que les années abstraites n'avaient jamais produit. 25 ans. Divisé en saisons, en matins, en jours. Chaque jour qui passait sans que je vive vraiment ce qu'il contenait était un jour de moins dans ce compte qui ne se rallongeait pas. Je n'étais pas devenu morbide. Je n'avais pas sombré dans une mélancolie permanente sur la finitude de l'existence. C'était presque l'inverse. Cette clarté sur le temps limité m'avait rendu moins patient avec les choses sans importance et plus attentif aux choses qui en avaient. Moins disposé à remettre à demain ce qui pouvait se faire aujourd'hui. Moins enclin à passer du temps avec des gens qui me vidaient au lieu de des gens qui me nourrissaient. Moins tolérant envers mes propres procrastinations et mes propres évitements. Le temps limité, quand on le regarde vraiment en face, ne rend pas triste. Il rend précis. Il affûte le regard sur ce qui compte vraiment et émousse la tolérance pour ce qui ne compte pas. Et cette précision-là, cette façon de vivre avec une conscience aiguë que chaque matin a une valeur, est l'un des cadeaux les plus inattendus que la conscience de la mort peut faire à la vie. Vous avez moins de temps que vous ne le croyez probablement. Pas forcément en quantité, peut-être que vous vivrez très vieux. Mais en années de santé, en années où vous pourrez faire ce que vous voulez faire, en années où votre corps et votre esprit répondront à ce que vous leur demandez avec la souplesse qu'ils ont encore maintenant. Ces années-là sont comptées d'une façon plus précise que les autres. Ne les gaspillez pas. La deuxième vérité, celle que mon corps m'a enseignée mieux que n'importe quelle lecture ou réflexion, c'est que la santé est la priorité absolue, non négociable, pas une priorité parmi d'autres, la priorité. Il y a quelques années, j'ai eu des crises d'arthrite invalidantes, pas les douleurs ordinaires que j'avais apprises à gérer, des crises qui m'immobilisaient,
qui me rendaient incapable de tenir mon stylo, d'ouvrir un robinet, de faire des gestes que je n'avais jamais pensé à prendre pour acquis parce qu'ils avaient toujours simplement fonctionné. Ces jours-là, incapable de faire ce que je voulais faire, assis dans mon fauteuil avec des mains qui refusaient de m'obéir, j'avais compris quelque chose d'essentiel que je n'avais jamais vraiment intégré malgré toutes mes années. L'énergie est une ressource, comme le temps, limitée, précieuse, irremplaçable. Et quand elle n'est pas là, rien d'autre n'est possible. Pas les projets, pas les relations, pas les livres, pas les promenades, rien. Depuis ces crises, j'organise mes journées différemment. Je ne fais plus les choses en dépit de mon corps, je les fais avec lui. Je regarde comment je me lève. Si le dos parle trop fort ce matin, la promenade sera courte. Si les mains sont raides, l'écriture attendra l'après-midi, quand elles se seront assouplies. Je ne reporte pas ce qui peut se faire aujourd'hui à demain. Mais je ne force pas ce que le corps refuse de faire sans douleur inutile. Cette relation différente avec mon propre corps, cette façon de le considérer comme un partenaire dont l'état conditionne tout le reste, m'a permis de faire plus et mieux que quand je le traitais comme un outil qu'on pousse jusqu'à ce qu'il cède. Prenez votre santé au sérieux maintenant, pas de façon obsessionnelle, pas en transformant votre vie en protocole médical, mais comme la fondation sur laquelle tout le reste repose, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Et les fondations qui s'érodent sans qu'on s'en occupe finissent par ne plus tenir ce qu'on a construit dessus. La troisième vérité est celle qui me touche peut-être le plus profondément, parce qu'elle concerne les gens et non pas moi. Cette vérité, c'est que la famille disparaît. Je suis fils unique. Ma famille était petite depuis le début. Mes parents sont partis il y a longtemps. Mon frère Robert, avec qui j'avais passé 19 ans sans lui parler, pour une dispute dont les détails me semblent aujourd'hui tellement dérisoires, est mort avant qu'on ait pu se réconcilier vraiment. Il reste mon oncle Henri. Il a 95 ans. Il vit dans une maison de retraite à 2 heures d'ici. Je vais le voir une fois par mois. Ces visites à Henri sont devenues quelque chose que je ne manquerai pour rien au monde. Pas parce qu'on a toujours été proches, on ne l'était pas particulièrement, mais parce qu'il est là, parce qu'il est le dernier lien vivant avec une époque, avec des gens, avec des histoires communes, qui disparaîtront avec lui quand il partira. Parce que chaque fois que je le vois, je me rappelle que le temps avec les gens qui restent est compté d'une façon encore plus précise que le temps en général. Henri me raconte des choses sur ma mère quand elle était jeune, avant que je naisse, avant qu'elle soit ma mère. Des choses sur mon père, qu'il connaissait différemment de moi. Des histoires de famille que je n'ai jamais entendues et que je n'entendrai jamais nulle part ailleurs. Je les écoute avec une attention que je n'aurais pas eue à 40 ans, parce qu'à 40 ans, je croyais avoir tout le temps du monde pour poser ces questions. Je n'avais pas tout le temps du monde. Personne ne l'a. Les gens autour de vous ne seront pas là toujours. Pas vos parents, si vous avez encore la chance de les avoir. Pas vos frères et sœurs. Pas vos amis d'enfance. Pas les gens qui portent avec vous la mémoire d'une époque commune. Ils partent, un par un. Et chaque départ emporte quelque chose d'irremplaçable. Ne remettez pas à plus tard les visites, les appels, les conversations vraies, pas les conversations fonctionnelles sur « comment tu vas et tout va bien », les conversations où on demande ce que personne ne demande, ce qui vous a rendu heureux, ce que vous regrettez, ce que vous êtes fier d'avoir fait. Ces conversations-là, une fois que l'autre est parti, ne peuvent plus avoir lieu. Chérissez les gens qui restent, maintenant, pas quand vous aurez plus de temps, maintenant. La quatrième vérité
et celle-là avait pris une forme très concrète et très pratique dans ma vie, c'est que la simplicité est une forme de liberté. Quand j'avais déménagé dans cet appartement après la mort d'Hélène, j'avais dû faire quelque chose que je n'avais pas anticipé être aussi difficile. Vider la maison. Décider du sort de 40 ans d'accumulation. Les meubles, les objets, les vêtements, les livres, les petites choses qui remplissaient les placards et les tiroirs, et que je n'avais pas regardées depuis des années, mais que je n'avais jamais jetées, parce qu'on ne jette pas les choses qu'on ne regarde plus. On les range et on les oublie. Cet exercice m'avait appris quelque chose que je n'avais pas voulu voir avant. La grande majorité de ce que je possédais ne me servait à rien, ne me rendait pas heureux, ne contribuait pas à ma vie d'une façon mesurable. Elle occupait de l'espace, physique et mental, et elle représentait une charge que je ne voyais pas comme telle, parce que j'y étais habitué. J'avais gardé environ un quart de ce que j'avais. Le reste était parti, donné, vendu, transmis à ceux qui en voulaient, jeté pour ceux qui ne valaient plus grand-chose. Et l'appartement dans lequel je m'étais installé, plus petit mais entièrement habité par des choses qui comptaient vraiment, avait quelque chose que la grande maison pleine n'avait plus depuis longtemps, de la respiration. Depuis ce déménagement, j'ai continué ce mouvement de simplification, pas de façon radicale ou obsessionnelle, mais avec cette question régulière posée à mes possessions. Est-ce que ça sert ? Est-ce que ça me rend heureux d'une façon réelle ? Est-ce que sa présence dans ma vie ajoute quelque chose ou occupe simplement de l'espace ? Il y a une raison pratique à cette simplification que les gens n'anticipent pas toujours. Les choses que vous laissez derrière vous, quelqu'un devra s'en occuper. Vos enfants, vos proches, quelqu'un devra vider ce que vous avez accumulé. Et plus vous leur laissez, plus ce travail sera lourd. Pas seulement physiquement, émotionnellement. Décider du sort des possessions de quelqu'un qu'on a aimé est un travail épuisant et douloureux. Vous pouvez leur épargner une grande partie de ce poids en faisant vous-même ce travail pendant que vous le pouvez encore. La simplicité n'est pas une privation, c'est un allègement. Et à un certain âge, l'allègement, se libérer de tout ce qui n'est pas essentiel, est l'une des formes les plus profondes de liberté qu'on puisse s'offrir. La cinquième vérité, la dernière, est peut-être la plus délicate à formuler, parce qu'elle concerne quelque chose qu'on ne voit pas toujours en soi-même. Cette vérité, c'est que devenir vieux ne justifie pas de devenir grincheux. J'ai connu des vieux grincheux, pas des gens mauvais, des gens qui avaient simplement laissé la déception et la nostalgie prendre toute la place. Des gens qui regardaient le monde actuel avec ce sentiment permanent que tout allait mieux avant, que les jeunes ne savent plus, que la technologie abîme tout, que les valeurs se perdent, que rien n'est plus ce que c'était. Des gens dont la présence alourdissait les pièces, parce qu'on savait qu'ils trouveraient à redire à quelque chose, qu'ils ramèneraient tout à une époque révolue, qu'ils transformeraient n'importe quelle conversation en lamentation. J'avais résisté à cette tentation. Pas parce qu'elle ne m'avait jamais effleuré. Elle m'avait effleuré. Après la mort d'Hélène, après certaines déceptions avec mes enfants, après avoir vu le monde changer à une vitesse qui dépassait parfois ma capacité à suivre, j'avais senti ce glissement possible. Cette façon de se replier derrière la critique du présent, comme derrière une forteresse. J'avais choisi autrement. Pas toujours facilement. Parfois avec un effort conscient qui ressemblait à de la discipline plutôt qu'à de la sagesse. Mais j'avais choisi de rester curieux du présent plutôt que nostalgique du passé, d'apprendre les nouvelles technologies même quand elles me résistaient, d'écouter les jeunes générations comme on écoute quelqu'un qui voit le monde d'un angle qu'on n'a pas, de chercher ce qui est bien dans ce qui change, plutôt que de cataloguer ce qui est perdu. Ces vidéos que je fais, ce médium que je n'aurais pas imaginé utiliser à mon âge, sont le résultat de ce choix. Quelqu'un, il y a quelques années,
m'avait suggéré de partager ce que j'avais à dire de cette façon. J'aurais pu répondre que ce n'était pas pour moi, que c'était pour les jeunes, que je ne saurais pas comment faire. J'avais répondu que j'essayerais. Et j'avais appris. Maladroitement, progressivement, avec de l'aide. Et quelque chose d'inattendu s'était produit. Cette fenêtre ouverte sur un monde nouveau, ces conversations avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement, m'avaient rendu quelque chose de précieux. La sensation d'être encore connecté, d'être encore pertinent, d'avoir encore quelque chose à offrir. La bienveillance envers le présent, vers le monde tel qu'il est et non tel qu'il était, est aussi un choix de santé. Le ressentiment chronique, la nostalgie permanente, la critique constante de ce qui change, ces états d'esprit ont des conséquences physiologiques réelles. Ils entretiennent un niveau d'activation du système de stress qui abîme le corps de la même façon que n'importe quel autre stress chronique. Choisir de voir ce qui est bien, de s'adapter plutôt que de résister, de rester ouvert plutôt que de se fermer, ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas ignorer ce qui ne va pas. C'est une décision consciente de ne pas laisser ce qui ne va pas devenir la totalité de ce qu'on voit. Le bonheur, à mon âge, n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on choisit. Pas toujours, pas les jours vraiment difficiles, mais souvent. Plus souvent qu'on ne le croit possible, si on n'a pas encore essayé. Je vais vous dire quelque chose pour terminer. Ces 5 vérités que je vous ai partagées ce soir, le temps limité, la santé comme priorité absolue, la disparition de la famille, la valeur de la simplicité, le choix conscient de rester ouvert, elles ne sont pas des raisons de tristesse. Elles sont des raisons d'agir. Chacune d'elles pointe vers quelque chose de concret qu'on peut faire maintenant. Pas demain. Pas quand les conditions seront meilleures. Maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'on a et là où on est. Regarder ces vérités en face ne rend pas la vie plus petite, ça la rend plus précise. Et la précision, à un certain âge, est un cadeau qu'on s'offre à soi-même. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans. Le calculateur d'espérance de vie que j'avais consulté à 65 ans m'avait donné 25 ans. J'en ai déjà dépassé les estimations. Pas par hasard. Par les choix que j'ai faits en regardant ces vérités en face plutôt qu'en les évitant. Si cette vidéo vous a touché, si elle a nommé quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous n'aviez pas encore osé regarder vraiment, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui approche de 65 ans et qui aurait besoin d'entendre ça, partagez cette vidéo. Le meilleur moment pour regarder ces vérités en face, c'est toujours maintenant, avant qu'elles s'imposent d'elles-mêmes.